Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Une ordonnance signée du président de la République du Cameroun modifie certaines dispositions de la loi de finances en 2019. Il en ressort que le budget général du Cameroun est désormais fixé à 5 212 milliards de francs CFA. C'est une augmentation de 362 milliards de francs CFA par rapport au budget initial voté au Parlement en décembre 2018. À l'observation de ces nouvelles dispositions de la loi de finances 2019, plusieurs administrations publiques ont subi des coupes budgétaires et l'enveloppe consacrée à la dette publique a augmenté de l'ordre de 240 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui explique de tels ajustements budgétaires? Quelles sont les incidences sur la gestion des finances publiques au Cameroun? Quelle évaluation peut-on faire de l'exécution du budget du Cameroun à mi-parcours? Pour analyser et décrypter cette ordonnance du président de la République modifiant certaines dispositions de la loi de finances 2019, je reçois sur ce plateau le professeur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric Lofele, merci de m'avoir invité pour parler de cette question dans l'intérêt de notre pays. Vous êtes enseignant d'université, expert en fiscalité, vous dirigez un cabinet qui est spécialisé en conseil fiscal. Vous avez également publié aux éditions Universités européennes plusieurs ouvrages sur la fiscalité et le développement en Afrique. Alors il y a cette ordonnance qui modifie certaines dispositions de la loi de finances 2019. Que signifie cet acte présidentiel en plan d'exercice budgétaire de l'année 2019? Alors, d'entrée de jeu, c'est un acte présidentiel légal et normal. D'entrée de jeu. Parce qu'en décembre dernier, les députés ont voté une loi de finances qu'on appelle loi de finances initiale. Cette loi de finances est censée prévoir les recettes et les dépenses de l'État pour toute l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre 2019. À mi-parcours, le président de la République a, par ordonnance, modifié, apporté des ajustements à cette loi de finances initiale. Alors, c'est simplement parce que c'est pas nouveau, hein, tous les États font ça. Et quelles sont les raisons qui peuvent amener un président de la République à effectuer de tels arbitrages en plan d'exercice budgétaire? C'est le principe d'incertitude qu'il applique. Parce que lorsque le pays a une conjoncture économique et politique qui ne sont pas maîtrisables et prévisibles, des choses peuvent changer. Ça se fait partout. Et le Cameroun est justement dans cette situation. Le président de la République, face à cela, peut le faire. Et c'est pour cela qu'il l'a fait, parce que il sait très bien que en prenant une ordonnance, ça va d'abord très vite, et deux, il y aura une ratification parlementaire qui va entériner cette décision. Mais beaucoup plus, c'est parce que l'ordonnance permet, dans les États où la démocratie est tout à fait normale, ou dans les États où il y a des changements de régime politique ou des changements de majorité, eh bien, la loi cette ordonnance qui est ce qu'on appelle très souvent une loi rectificative, une loi de finances rectificative, eh bien, le président de la République ou la nouvelle majorité, par rapport à la politique qui va être mise en place, prend ce genre de texte. C'est pour ça que le président de la République est le seul qui définit la politique de la nation et met en œuvre cette politique à travers l'instrument budgétaire qui passe justement par la forme législative qu'on appelle loi de finances. Donc, le président de la République est parfaitement dans son droit. Mais ce qu'on peut se demander, il n'y a pas eu une nouvelle majorité, il n'y a rien eu. Il faudrait peut-être penser que cet acte du président de la République présume ou présage des chamboulements institutionnels pour que ces nouvelles mesures puissent être normalement implémentées. À la lecture de cette loi rectificative du budget général du Cameroun, il y a des zones d'ombre sur la forme telle que l'ordonnance a été signée, telle qu'elle a été libellée et rendue publique au Cameroun. Alors, c'est ça le problème. Parce que vous savez, en droit, avant d'examiner un document au fond, on l'examine d'abord en la forme.
Et lorsqu'on regarde cette ordonnance du président de la République, a priori, c'est un très bon test, mais sur le plan juridique, parce que la loi de finances est un acte juridique, comme je viens d'expliquer que c'est aussi un acte politique. C'est un acte juridique, un acte politique et un acte financier. Ici, sur le plan juridique, il y a un visa qui est faux. Lequel? Alors, je l'ai noté ici. Pourquoi je l'ai noté ici? J'ai apporté le Cameroun Tribune. J'ai noté cet acte sur ce papier parce que le Cameroun Tribune d'aujourd'hui a publié cette ordonnance sans mettre les visas. C'est-à-dire, Cameroun Tribune a publié un document faux. Je crois qu'on va épiloguer sur cette façon de faire. Il y a eu 4 visas, vu la Constitution, vu la loi portant le régime financier de l'État, vu la loi numéro 2017-021 du 20 décembre 2017 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019. Cette loi n'existe pas. Une loi de 2017 qui porte loi de finances de l'exercice 2019. Et on modifie la loi de 2018 qui porte modification d'une autre loi de finances de la République du Cameroun pour le même exercice 2019. Ça veut dire que 2019 a eu 2 lois de finances. Une de 2017, une de 2018. En réalité, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourquoi ce n'est pas vrai? Et c'est là où je m'interroge. Pourquoi Cameroun Tribune peut publier un document officiel en tronquant les visas? Tout dépend bien sûr du document qu'ils ont reçu pour être publié. Mais sur l'importance des visas, professeur Pierre Alakalaka, quelle est leur place dans la publication d'un document officiel d'une telle importance? Mais les visas, c'est ce qu'on appelle la motivation. C'est ça qu'on appelle le droit qui autorise le président de la République à prendre un tel acte. C'est pour ça qu'on dit la Constitution l'y autorise. La loi sur le régime financier du Cameroun l'y autorise. Mais quand on se rend compte qu'une loi de 2017 qui n'existe pas est contenue dans les visas, alors, en la forme, le test est faux et au fond, il est nul. Voilà l'importance des visas. Vous ne pouvez pas poser un acte administratif, un acte juridique, sans les visas qui sont la motivation qui autorise le signataire ou qui autorise ce qui va être fait d'être fait. Alors, cette ordonnance du président de la République a été tronquée d'une illégalité certaine et je crois que ça ne peut pas être une erreur. Si ça avait été une erreur, Cameroun Tribune aurait publié. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, de mon point de vue. Quelles peuvent en être les conséquences lorsque ces visas sont truffés de ces incongruités que vous venez de relever? Mais la conséquence est juridique. Ça veut dire que sur le plan juridique, le test n'existe pas. Ça veut dire que demain, si les gens détournent cet argent, les gens volent cet argent, eh bien, le juge sera mal à l'aise pour les poursuivre, parce que le juge ne pourra pas les poursuivre sur la base d'une ordonnance qui est fausse, qui est faussée, certainement volontairement. Alors, on ne va pas faire un procès. On ne fera pas un procès, ce n'est pas un procès d'intention, mais j'ai dit parce que l'ordonnance a modifié la loi de finances initiale. À partir de ce moment, c'est l'ordonnance qui maintenant est le texte de base pour l'exécution du budget de 2019, ou si vous voulez, de la loi de finances 2019. Mais si cette ordonnance pose des problèmes d'illégalité, il est fort à craindre que, en cas de détournement, au moment de l'exécution du budget, le juge sera embêté face à un excellent avocat de condamner les mises en cause. Au-delà de ces zones d'ombre sur la forme, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à ces différents chapitres qui sont prévus dans cette ordonnance des lois des finances. Vous avez pu observer qu'il y a d'abord les ressources que l'État compte mobiliser à mi-parcours de l'exercice budgétaire. Comment appréciez-vous cette nouvelle répartition des ressources propres de l'État? Il y a que sur le plan des prévisions des recettes, beaucoup de cédules d'impôts ont augmenté, beaucoup en prévision bien entendu. Et il faudrait s'interroger s'il n'y a pas une embellie économique en dehors du pétrole, bien entendu, où on peut le comprendre parce que les fluctuations des prix, on peut le prévoir. Là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des impôts proprement dit, je prends le cas de la TVA. Vous avez suivi l'actualité la semaine dernière qui disait que
le ministre des Finances a instruit par écrit le directeur général des impôts de surseoir au recouvrement des redressements faits en matière de TVA sur la TVA relativement à l'assurance vie. Donc voilà une poche de recettes qui était budgétisée, en prévision bien entendu, qui n'existera plus. Et aujourd'hui, le gouvernement, justement, pour le chapitre taxe sur la valeur ajoutée de chiffre d'affaires, le gouvernement a fait un ajustement de 31 milliards 788 millions de francs CFA de plus à collecter pour le reste de l'exercice budgétaire 2019. Alors, en faisant un ajustement de ce montant à la hausse, le gouvernement n'a pas tenu compte du retrait ou alors de la mise en veilleuse de prévisions de recettes de TVA sur l'assurance vie. Comment donc on va faire? Et puis, ça va à la hausse. Comment les services d'exécution dans la Direction générale des impôts va faire? Où est-ce qu'on va trouver des éléments économiques nouveaux qui vont permettre de trouver des TVA en plus? C'est ça la grande difficulté. Les zones d'ombre que moi je trouve dans... On aurait dû, moi je me serais attendu, avoir les prévisions de recettes en matière de TVA baisser compte tenu de cet événement qui est arrivé. Et on constate qu'il y a également les impôts sur les revenus des personnes physiques qui sont revus à la hausse, avec un ajustement à la hausse de 16 milliards 800 millions de francs CFA, impôts sur les bénéfices des sociétés, plus de environ 10 milliards de francs CFA d'ajustement à la hausse, que le gouvernement compte rechercher durant les tout prochains mois. Pour vous, c'est réaliste, ces ajustements à la hausse au niveau des recettes fiscales à mobiliser pour l'année 2019? Ça peut être réaliste, mais ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère au regard de la science fiscale. Parce que la science fiscale enseigne, et c'est vérifié, c'est passé en théorème, que lorsque on veut observer les impôts comme stabilisateur de conjoncture, eh bien, on regarde les deux impôts que sont l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés. Il est établi dans tous les systèmes fiscaux mondiaux que lorsque il y a croissance, l'impôt sur le revenu augmente. Et si l'impôt sur le revenu augmente, concurremment, l'impôt sur les sociétés va baisser. Pourquoi? Parce que les entreprises vont réinvestir, recruter. Et au niveau de l'impôt sur les sociétés, il y aura des charges qui vont baisser automatiquement et concurremment le bénéfice imposable et donc l'impôt sur les sociétés. En revanche, l'impôt sur le revenu des personnes physiques va augmenter parce que les entreprises auraient recruté, il y aurait eu croissance. Mais lorsque moi je lis une ordonnance où en même temps l'impôt sur les sociétés en augmentation, l'impôt sur les revenus en augmentation, je trouve ça pas sincère sur le plan de la science fiscale. Autre élément que j'aimerais que vous commentiez, ce sont les droits et taxes à l'importation et autres impôts sur le commerce extérieur qui connaissent un ajustement à la baisse d'environ 21 milliards de francs CFA. Quelle est votre analyse sur ce point précis? Alors, c'est ça donc qui est incompréhensible de mon point de vue. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le ministre des Finances a publié une décision qui augmentait un certain nombre de produits généralement importés d'Asie. Moi, je me disais que bon, c'est pour booster les APE, de sorte que ceux qui importent de l'Asie commencent à importer de l'Union européenne pour minimiser les droits de douane. Ça se serait compris. Mais maintenant, au lieu que les droits de douane augmentent en prévision, ça baisse. C'est incompréhensible. Je me serais attendu plutôt à voir les droits de douane et les impôts assimilés, parce que les importateurs ont la produit, ne changent pas très souvent leurs fournisseurs. Je me serais attendu, face à la décision du ministre des Finances, à voir les droits à la porte augmenter. Mais les voir baisser dans cette ordonnance me pose personnellement un problème de prévision et de sincérité. Dans cette ordonnance modifiant la loi des finances 2019, il est inscrit un chapitre sur les plafonds des ressources budgétaires de l'État. Comment appréciez-vous ces coupes effectuées dans les budgets de fonctionnement de certaines administrations publiques au Cameroun? Alors là, je comprends qu'on est passé au niveau des dépenses. Et c'est là où les prévisionnistes qui ont fait ce document ont fait un excellent travail. Et c'est ça que j'ai appelé au départ l'acte politique.
C'est-à-dire que le président de la République a compris qu'il faut changer de cap. Il a fait donc des pensions au niveau de certains budgets, de certains postes de fonctionnement dans certains ministères, y compris à la présidence, pour affecter ces enveloppes à des institutions dépensières, à des ministères dépensiers, où cet argent sera le mieux utilisé. Là, c'est bravo. J'ai absolument rien à dire à ce niveau. Et il faut donner quelques chiffres. Au niveau de la présidence de la République, le budget de fonctionnement a été réduit de 6 milliards 351 millions de francs CFA. Les services rattachés à la présidence ont baissé leur budget de fonctionnement de 798 millions de francs CFA. Et parmi les ministères qui ont subi les plus importantes coupes budgétaires dans cette ordonnance, il y a le ministère de la Défense, moins 13 milliards, ministère des Travaux publics, moins 11 milliards de francs CFA, ministère de la Justice, moins 5 milliards 873 millions, et ministère de l'Enseignement secondaire, moins 5 milliards 387 millions de francs CFA. Alors là, je suis, comme je l'ai dit, parfaitement d'accord. Mais la difficulté ici, c'est qu'on est quand même au 5e mois. S'il arrive, par exemple, que certaines dépenses sont déjà effectuées dans les chapitres budgétaires qui ont subi ces coupes-là, comment on va faire? Je pense que ce n'est pas le cas, sinon on ne l'aurait pas fait. Et à ce niveau, moi, je peux leur faire confiance. Mais ce qui est sûr, c'est que, en comprenant déjà que le ratio, le rapport budget d'investissement, budget de fonctionnement doit monter, c'est-à-dire d'un cran pour le budget d'investissement, qui devrait peut-être avoir une proportion beaucoup plus importante, peut-être 50-50, si on tend vers, je ne dirais pas asymptote, parce que ça on peut atteindre, si on tend vers cette vision politique, je crois que quelque chose peut être bien fait. Mais sur le problème... D'abord sur les ministères, les organismes publics, administrations publiques les plus concernés par ces coupes budgétaires, ministère de la Défense, ministère des Travaux publics, la Justice et les enseignements secondaires qui subissent les coupes budgétaires les plus importantes. Quelle grille d'analyse pouvez-vous faire au regard de cette nouvelle répartition des ressources budgétaires et des dépenses de l'État? Première chose, première lecture, le gouvernement a pris ses responsabilités. En tant que celui qui est un chef qui définit la politique, a mis le Parlement de côté parce que les prévisions budgétaires du Parlement n'étaient pas bonnes. Donc le gouvernement a pris ses responsabilités. Et en période d'incertitude, c'est autorisé. Parce que c'est le gouvernement qui rend compte au Parlement. Mais si l'orthodoxie financière a autorisé le Parlement en matière fiscale et en matière financière, en matière budgétaire, d'être celui qui décide, il n'est pas interdit au gouvernement de faire ce qu'on appelle la délégalisation pour prendre sa matière, parce que c'est le gouvernement qui rend compte. Si on échoue, on dira que c'est le gouvernement qui a échoué. Si le gouvernement échoue, on dira que c'est monsieur le président de la République qui a échoué. Donc je crois que par cette ordonnance, ça se vérifie. Mais est-ce que cela est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut que de l'autre côté, il y ait une évaluation, qu'il y ait un contrôle et qu'il y ait des sanctions. Si on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, et puis un matin, d'un coup de tête, on les jette en prison, alors qu'au moment des faits, il était constant que tout le monde était au courant. Et là, c'est pas bon. Ça veut dire que, en matière de politique publique, c'est pas des leçons que mes détracteurs diront que je donne, encore aujourd'hui, non. En matière de politique publique, et notamment d'exécution du budget de l'État, le contrôle doit être au quotidien. Je rappelle à votre bonne conscience que dans ce plateau, il y a quelques années, je m'étais offusqué de ce que on a mis de côté un corps, le corps des comptables matières, qui était un corps greffé au gestionnaire de crédit et qui contrôlait au quotidien la dépense budgétaire. Un certain ministre des Finances, que j'estime avoir été le moins sérieux, pour ne pas dire le plus incompétent, et d'ailleurs la justice camerounaise l'a confirmé, c'est lui qui a fait ça. Vous le connaissez tous, il a fui.
Donc, j'avais dit, on ne peut pas mettre de côté le comptable matière. Et en mettant de côté le comptable matière, à côté du gestionnaire de crédit, le contrôle de l'exécution du service fait ou de la fourniture faite a été remis au seul maire de l'ordonnateur matière qui a désacralisé le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Mais la CEMAC a justement commencé à imposer, à travers des règles communautaires, ces outils de comptabilité publique pour davantage permettre une transparence dans la gestion des finances publiques. Est-ce que le Cameroun a déjà avancé dans le respect de ces règles communautaires-là? Le Cameroun avance toujours. Le Cameroun intègre ces lois dans son dispositif normatif lorsque ce sont des directives. Et le Cameroun les applique lorsque ce sont des règlements. Parce que les règlements s'appliquent sans bouger une virgule aux États. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que, est-ce qu'on évalue l'application? Est-ce qu'on contrôle les autorités chargées de mettre en œuvre ces décisions, conformément aux dispositions communautaires et aux dispositions nationales? C'est là le problème. Je vais vous dire que il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait la brigade de contrôle budgétaire. Cette brigade de contrôle budgétaire a été phagocytée par les nouvelles institutions qui ont été créées, notamment la CONAC et autres. Or, cette brigade qui était logée à la direction du budget faisait un travail important. Il y avait une autre brigade, la brigade de la comptabilité matière, qui était chargée de contrôler les comptables matières. Si ces comptables matières tiennent tous les registres, d'abord le grand livre, le livre de recollement, tous les gros livres que le comptable matière tient. Est-ce qu'il y a les inventaires généraux de base qui permettent de savoir que telle administration a acquis tel jour tel matériel qui coûte tel montant? Est-ce qu'il y a des inventaires de réforme qui attestent que le matériel acquis a été réformé par la voie des domaines et vendu aux enchères publiques et que ça a rapporté tel montant qui a été reversé au trésor public? Ça n'existe plus. Justement, je vous invite à évoluer dans cette émission pour évoquer à présent ce tableau dans cette ordonnance des lois des finances sur les ressources et dépenses ajustées. Il en ressort que les recettes nettes sont fixées à 3 648 milliards, 3 648 milliards de francs CFA, alors que les dépenses du budget général sont à 4 110 milliards de francs CFA. Il faut financer cet équilibre budgétaire. Comment vous avez apprécié ces emprunts que le gouvernement compte faire pour pouvoir arriver à cet équilibre au niveau du budget du Cameroun? Alors ça signifie tout simplement qu'il y a deux poches de revenus, de recettes, de ressources. Il y a d'abord les recettes propres qui sont constituées des recettes de l'État, des recettes des services judiciaires, les autres services, les services domaniaux et les impôts. Les impôts à la porte et les impôts à l'intérieur. Ça, c'est la première poche. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure au début, lorsqu'on examinait les différents impôts. Alors, Mais après ça, il y a la dette. Il y a la dette, et au niveau de la dette, il y a une dette multilatérale et il y a une dette interne. Et lorsqu'on observe, on analyse les deux dettes, on se rend compte que la dette multilatérale est supérieure à la dette interne qui peut être constituée des emprunts obligataires et autres, qui pour moi constituent le meilleur moyen de financement des déficits budgétaires. Mais ça veut dire que nous restons toujours à la gueule des prédateurs internationaux et nous aurons du mal à ajuster l'ajustement de notre économie. Alors le Cameroun qui compte mobiliser encore 240 milliards de francs CFA en termes d'emprunts multilatéraux, bilatéraux également auprès des institutions bancaires et sur le plan des tirages des bons du Trésor. Est-ce que ce modèle de financement de notre économie, de notre budget, pour vous, peut permettre au Cameroun de pouvoir sortir de cette crise, de pouvoir réaliser ses objectifs de développement économique et social? La dette en soi n'est pas mauvaise. C'est ça que j'ai coutume d'écouter dans vos plateaux de télévision. Mais pour moi, la dette de l'État est mauvaise. Et pourquoi? Lorsque cette dette est une dette conditionnée.
Je ne sais pas comment ils appellent ça, les dettes non conventionnelles, je crois. Vous avez des conditionnalités que vous devez respecter. Vous ne pouvez plus faire de votre politique économique ce que vous auriez dû si vous étiez économiquement souverain et libre. Vous ne pouvez plus faire votre politique financière telle que vous le souhaitez. Je suis convaincu que cet ajustement, cette ordonnance, il y a eu la main du FMI. Et c'est pour ça que dans la précipitation, on peut constater que sur le plan juridique, le document est attaquable. Mais je suis sûr, et c'est là où je refuse maintenant de faire des procès d'intention, je suis sûr que si on avait laissé du temps à nos fonctionnaires, même si je reconnais que certains ne sont pas à leur poste, on aurait fait un document juridiquement potable et acceptable. Lorsqu'on rencontre ce genre d'erreur, il y a lieu de s'interroger s'il n'y avait pas une pression, une surpression qui a poussé les gens à faire des erreurs. Mais je dis ce n'est pas une erreur, et pour cause, Cameroun Tribune aurait dû publier. Il faut préciser que le journal publie tel qu'il a reçu généralement ce type de communiqué. Alors plus grave, si Cameroun Tribune a reçu ce communiqué et l'a publié en l'état, ça veut dire qu'on a caché aux lecteurs, on a caché aux citoyens quelque chose d'extrêmement important, la base juridique de cette ordonnance qui est l'ensemble des visas. Et pourquoi on le ferait? Merci, professeur Pierre Alaka. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université, expert en fiscalité. Merci d'être venu dans cette émission. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.